les nouveautés que vous allez a priori aussi développer dans les mois à venir. On peut faire un tour rapide sur le quorum, le PER et l'assurance vie Quorum Life. Mais à mon avis, ce qui intéresse comme une grande partie des gens ici connectés, c'est de connaître ta vision sur le marché de l'immobilier tertiaire, les perspectives de performance des véhicules du groupe Quorum. Donc, est-ce qu'on a à peu près une idée du rendement prévisionnel à la fois sur l'année 2024 et a priori comment vous sentez le marché sur les années à venir? Et donc, l'idée, c'est pas non plus de faire plus que 3/4 d'heure, parce qu'il est déjà 18 heures. Donc, mais voilà, du coup, Alexis, directeur commercial de Quorum, merci de prendre le temps de participer à ce webinaire. J'ai des slides si tu veux. Ouais. Et moi, je te poserai de temps en temps des questions si ça t'embête pas. Avec plaisir. Après, si les gens ont des questions, vous pouvez les mettre sur le côté. Il y a des questions, il y a un petit chat box et je pourrais les relayer à Alexis au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a besoin. Je pourrais te demander. Donc, si tu as besoin que je défile les slides, tu me dis. Et puis, on peut commencer justement. Ok, allons-y. Gros programme chargé avec un timing serré. Donc, Ouais. on va essayer d'être synthétique et s'il y a des choses à développer, je le ferai avec grand plaisir. Je vais peut-être passer rapidement sur les premières slides parce que ça rappelle le groupe. Tout d'abord, en quelques chiffres. Aujourd'hui, Quorum d'épargne, enfin, le groupe Quorum, c'est bientôt 9 milliards d'euros d'épargne gérée. Donc, le poids de la responsabilité il est très présent et pour nous, il est important parce que ça représente 130 000 épargnants. Et de dire ce qu'on fait avec l'épargne des clients qui nous font confiance à travers le groupe EOGA et l'ensemble de nos autres partenaires, pour nous, c'est important. Donc, voilà, on a conscience de cette responsabilité et c'est pour ça qu'on essaie d'être le plus transparent possible et on va encore l'être à nouveau tout à l'heure, aussi bien sur l'immobilier, sur les fonds obligataires et surtout la gestion de nos produits. Si tu continues juste pour parler des trois piliers qui composent finalement le groupe, il y a l'IMO, tout d'abord. C'est finalement ce pourquoi on est un peu connu, notamment pour les SCPI. On gère 3 SCPI depuis 2012. Ça représente déjà plus de 6 milliards et demi d'épargne à travers ces 3 véhicules. On a aussi la gestion de fonds obligataires high-yield, donc de financement d'entreprises. Donc là, on est sur le high-yield européen. C'est le métier historique du groupe. Alors ça, c'est un métier qui était peu connu, sur lequel on n'a pas, ou en tout cas pas depuis très longtemps, fait de la promotion, parce que c'était une expertise qui était réservée à nos clients institutionnels et plutôt institutionnels étrangers. Et il y a 4 ans, Butler. Exactement, via Butler, c'est une de ses activités. Mais justement, il y a 4 ans, quand on crée notre compagnie Assurance Vie, on peut proposer cette expertise à nos clients par l'intermédiaire du contrat d'assurance vie. Donc, on a décidé finalement d'apporter ces 2 expertises au sein de notre gamme de contrats d'assurance vie au sein de la compagnie Quorum Life, créée en 2020. Et qu'il y a déjà plus de 500 millions d'euros d'encours gérés. Donc voilà, c'est une compagnie qui a un développement assez intéressant et on en reparle juste après. Mais Julien, tu l'as évoqué, je pense que peut-être que c'est cette partie-là qui va concentrer beaucoup de questions. Ouais, je pense la plus grande partie des gens qui sont associés historiquement, on travaille avec vous depuis la création de Quorum, donc c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de clients avec vous et on vous a quand même accompagné sur tous les véhicules. Écoute, ça c'est une preuve de confiance aussi bien des clients que de vous et c'est hyper appréciable d'avoir des partenaires qui nous suivent depuis le début, qui nous croient, qui ont compris en fait quel était le point de départ de Quorum. C'était beaucoup de bon sens, ça l'est toujours aujourd'hui, mais qu'est-ce qui prône, c'est la diversification. On n'a pas de boule de cristal, on ne peut jamais être certain, on a des convictions, des choix, mais on ne peut pas prendre de paris. Donc la meilleure façon de répartir ces investissements, c'est les diversifier. Et c'est comme ça qu'on a démarré en 2012, en ayant une SCPI, Quorum Origine, qui à l'époque a commencé très vite à aller en Espagne, au Portugal, en Allemagne, aux Pays-Bas. Je ne vais pas vous lister tous les pays dans lesquels on a investi, mais c'est vraiment cette stratégie qui illustre vraiment la ligne conductrice directrice du groupe. Et c'est valable aussi pour les 3 autres SCPI, pour les 2 autres SCPI. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à être dans 17 pays avec cette typologie d'actifs. D'accord. Ouais. On répartit quand même à 60% de bureaux, 20% de commerce. D'accord, répartition globale. La santé, finalement, ça n'a jamais été un secteur sur lequel vous avez été
très Non, fortement quand même. on a essayé d'y retourner, Ouais. notamment après tous les scandales qu'il y a pu y avoir autour de la santé, justement, mais parce que ça a amené l'immobilier à baisser, mais pas suffisamment selon nous. La logistique, on en a un peu, mais on en a un peu depuis longtemps. Et on a été plutôt vendeur de la logistique quand tout le monde a découvert l'intérêt d'avoir des entrepôts logistiques au moment notamment du Covid. Du Covid, ouais. Donc, euh, donc non. Et la dominante de bureau, bah, c'est là où il y a quand même le plus de transactions, le plus de biens disponibles. Oui. Et à l'inverse, Corum Orient, qui est notre troisième SCPI, elle a fait un gros marché dans le bureau au moment du Covid, où à l'époque, en 2020, si vous vous en rappelez, à partir de mars 2020, on était tous comme ce soir derrière nos écrans. Donc ça, c'était devenu la norme. Et tout le monde avait annoncé un peu trop tôt selon nous, et ça on l'a dit depuis 2020, la mort du bureau, en disant le bureau n'aura plus d'intérêt, n'aura plus de nécessité dans le développement d'une entreprise. Mhm. Nous, on a toujours cru que le bureau perdurerait différemment, il faudrait qu'il se réinvente, qu'il s'adapte, et ça a été le cas. Et on le voit pas plus tard qu'il y a quelques semaines, Amazon qui a annoncé le retour à 5 jours par semaine pour certains de leurs collaborateurs au bureau. Donc, encore une Après, fois, le bureau. il y a quand même quelques grosses unités, notamment en région parisienne, qui ont du mal en termes de Et, location. Tu vois, il y a des zones qui souffrent plus que d'autres, quoi. Et c'est exactement, et là tu mets le point sur quelque chose d'important, c'est effectivement de bien choisir ses bureaux, de regarder l'environnement, l'utilisation qu'en fait son locataire et s'il pourra s'adapter dans le temps. Euh, Hmm. un exemple parlant, vous l'avez vu, pour ceux qui avaient déjà des parts de Corum Origine, on a vendu des bureaux à Francfort. C'était des bureaux qui étaient occupés, enfin, qui sont toujours occupés par Deutsche Bank. Quand on les achète, nous on nous dit, mais pourquoi vous achetez ces bureaux-là? Deutsche Bank, c'est compliqué, ils viennent de se faire condamner aux US. Hmm. Donc, Ah, j'en souviens. toujours, Et puis c'était une grosse unité, non? C'était un c'était gros morceau. quand on Ouais, l'achète à l'époque, c'est le plus gros actif de ouais, Corum Origine. Mais en fait, ouais. on avait fait un peu notre travail, c'est qu'on a regardé qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce bureau si Deutsche Bank partait. Et il s'avère que Deutsche Bank, en fait, bah, avait pas trop envie de partir, mais s'il partait, c'était des bureaux qui étaient connectés à la fibre très haut débit. Et pour nous, c'était essentiel d'avoir cette. On a revendu ces bureaux, justement, une société qui va en faire un data center. Donc, Ouais, d'accord. le Ouais. critère de connexion était primordial, mais c'est Et comme ça qu'on l'a je, vu. je m'en souviens aussi de 2016, je crois, c'était ça, pendant la crise des dettes d'État, notamment en Espagne. Oui, Quand oui. j'étais allé acheter à côté de Barcelone, tout le monde dit, mais si vous êtes fous d'aller acheter là-bas, c'est la crise. Et quelques années plus tard, vous vendez une autre SCPI d'actifs à Tarragone, à côté de Barcelone. Et, et ça, je m'en souviens à l'époque que tout le monde se criait en disant, mais vous êtes malade d'aller en Espagne. Et en fait, vous l'avez vendu avec une autre SCPI avec plus-value. Donc, Allez, ça, c'est pas. je vais vous partager une petite anecdote qui est l'extension de ce que tu viens de dire, Julien. Euh, Quand on a commencé à aller en Espagne, il y a des gens qui ont appelé Frédéric Cluzin, le fondateur de Corum et plutôt la personne qui interne l'immobilier chez nous. Et quand il a fait des premiers investissements en Espagne, ces géants-là l'ont appelé en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas en Espagne? Tu vas planter le marché, tu fais honte à la profession. La SCPI, c'est du bureau dans des quartiers centraux, parisiens. Ouais. Ça marche comme ça depuis 50 ans. C'est comme ça qu'il faut continuer. C'est véridique, je vous dis. Un de ces gérants-là, c'est un des gérants qui aujourd'hui a le plus de difficultés avec ses parts, la valeur de son patrimoine et la Ouais. liquidité de ses SCPI. Donc voilà, encore une fois, je l'ai dit un peu en Ouais. introduction, on n'a pas de boule de cristal, mais le bon sens, c'est de diversifier et de répartir le risque sur une multitude de locataires. Ouais, exactement. Alors, du coup, Bon. si je continue la slide d'après, Oui, on l'a déjà un peu évoqué, mais donc aujourd'hui, ah oui, Quorum, la partie IMO, c'est 3 SCPI. La SCPI historique, c'est Quorum Origine, un objectif de distribuer au moins 6% dans le temps. C'est une chose qu'on a toujours réussi à faire ou dépasser. Sans grand mystère, on va à nouveau reproduire la performance en 2024. Je me mouille pas trop le 10 octobre en vous annonçant ça. d'accord. Mais voilà, Donc ça en fait 12 police, ans, ça fait 12 ans que vous tenez plus de 6. ouais. Ok. Et à nouveau, cette année, on tiendra. On le tiendra et en plus, on a une gestion active du patrimoine. C'est-à-dire qu'on revend des immeubles quand on estime qu'on a atteint un peu un pic de valorisation pour venir concrétiser les plus-values et Mhm. redistribuer un dividende exceptionnel aux épargnants dans un objectif finalement d'avoir une rotation du portefeuille. Parce que de simplement garder des immeubles avec des locataires sans se soucier de leur revente, le risque, c'est que le jour où le locataire s'en va, parce qu'à un moment, le bail s'éteint et le locataire peut partir, c'est de retrouver des actifs vides. Et ça, c'est la pire des choses qu'on puisse connaître dans une SCPI grandement.
Mhm. À côté de Quorum Origin, il y a Quorum XL, SCPI créé en 2017 avec la volonté de s'internationaliser. 2017, vous vous en rappelez, le Brexit n'était pas encore entériné, pas totalement, enfin, son contour n'était pas totalement connu ou arrêté. Et on aime bien ces moments un peu d'incertitude parce que il crée de la tension sur les marchés immobiliers. Et c'est comme ça qu'on a notamment investi énormément au Royaume-Uni en 2017. À nouveau, tout le monde nous a dit, mais pourquoi vous allez au Royaume-Uni? Alors c'est peut-être un peu la défiance des Français vis-à-vis des Anglais, mauvais souvenir. Mais nous, on y a vu une opportunité. On a acheté des actifs qui étaient en moyenne des côtés de 20 à 30%, avec une livre par rapport à l'euro qui se situait autour de 1,13, 1,14, en fonction des moments où on a investi. Aujourd'hui, la livre, elle est repassée entre un 19 et un 20. Donc déjà, il y a une appréciation de la livre par rapport à l'euro. Il y a eu une revalorisation de l'immobilier. Et en plus, on ne fait pas que du Royaume-Uni avec Ormicel. C'est vraiment d'aller au-delà de la zone euro et de chercher un peu ce double objectif. C'est de la distribution, évidemment, mais aussi de la revalorisation grâce à ces différents cycles de devises et Aujourd'hui, immobiliers. là, sur Excel, le Royaume-Uni reprend combien à peu près? Quasiment Moins de 50%. quasiment 50%. Quasiment Ouais. 50%. L'idée, c'est alors c'est pas de encore une fois, hein, c'est pas d'avoir uniquement ce vernis Royaume-Uni, mais Mhm. on est parti très haut. Je crois qu'au tout début, on devait être à 70. Là, on est à 47. D'accord. On est plutôt aujourd'hui dans une phase où on va commencer à vendre. Pour la première fois, on a vendu un actif cette année au Royaume-Uni. Il y a des règles, hein, il y a des contraintes pour les SCPI. Elle ne peut pas revendre tout de suite ses immeubles, elle doit les garder au moins 5 ans. Donc, en étant lancé en 2017, en ayant C'est- commencé à investir en ouais. 2007, il y a peu d'immeubles qu'on peut vendre, mais on va commencer à accélérer cette partie-là. Et là, le taux de change est favorable pour la revente. Ah bah oui, parce qu'en moyenne, je disais, on a acheté un 13, pour faire simple. Et là, à spot, on est plutôt à un 19, un 20. Donc, D'accord. rien que sur le taux de change, déjà, on est gagnant. Ouais, Donc d'accord. oui, Ok. c'est une très bonne chose. En interne, on a un peu deux niveaux de livres par rapport à l'euro, où là, ça fait des déclencheurs de vente un peu massifs. C'est plutôt, si on est autour de 1,25 ou 1,30, là, et c'est des niveaux de taux de change qu'on a déjà connus, hein, Hmm. qui étaient à l'époque, avant le Brexit, déjà en place. Donc voilà, on suit ça de près et l'idée, c'était d'apporter cette première diversification. Et la troisième SCPI, c'est Corum Orion, qu'on crée en 2020. Alors, on est un peu aidé. Je pense qu'on aurait tous préféré ne pas connaître ce qu'on a découvert en mars 2020, rester enfermé chez soi et ne pas pouvoir sortir. C'était pas très sympa. Mais Corum Orion a été lancé à ce moment-là dans à nouveau un marché immobilier ultra tendu, inédit. Et on a eu une confiance très forte des épargnants très rapidement, notamment de Ouais. vous. Ouais, ça va dès le lancement. Et puis, vous avez acheté un commerce à Cork dès le premier actif lancé dans l'Orient. Ouais. C'est au bon moment quand tout était fermé, sauf votre commerce en Irlande. Ouais. Voilà, encore une fois, Ça, c'est il un y a peu un peu alors, c'est un l'alignement coup. de planète qui Ouais. nous aide, mais, Ouais. il faut avoir, je dis aussi, ça vient toujours un peu récompenser la volonté de faire et de Bien toujours sûr. développer. Donc, voilà. Bien Et sûr. donc, lancer au meilleur moment, cette SCPI, c'est pas une SCPI de bureau, à nouveau, c'est une SCPI qui fait toutes les typologies d'actifs professionnels, mais qui a quand même un gros vernis bureau parce que c'était à ce moment-là qu'il fallait acheter du bureau. Parce que l'immobilier, Bien sûr. les bureaux, personne n'en voulait en mars 2020. Tout le monde était vendeur. Donc c'est comme ça qu'on crée Corum Orion. Et aujourd'hui, 4 ans après, c'est une SCPI qui a déjà plus d'1,2 milliard d'euros de patrimoine immobilier. C'est une SCPI qui a déjà revalorisé son prix de part de 8% en 4 ans. C'est énorme, surtout dans la tendance qu'on peut le voir ou lire en ce moment des SCPI. Donc voilà, super dynamique. Ah, surtout pour comparer par rapport à des CP qui sont lancés comme vous au même moment en 2020, Ouais, quand on voit la performance d'Orion versus deux autres SCP qui sont lancés exactement en même temps, on peut constater quand même la différence de performance. je ne veux pas rentrer. Je vais pas citer de nom pour ne pas gêner, mais Monsieur Coste, vous avez levé la main. Est-ce que peut-être que vous avez une question? Vous êtes en mute? Est-ce que peut-être que vous êtes en mute, hein, si on vous entendra pas, hein, si vous vouliez. Voilà. Là, vous m'entendez là. Oui, Très bien. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Juste une petite question sur Eurion. Le Mhm. taux d'endettement, il est à quel niveau? très bonne question. C'est valable pour notre SCPI et il varie. On est autour de 15%. Mais quand on parle de taux d'endettement pour notre SCPI, il y a une partie d'endettement court terme et une partie d'endettement long terme. En fait, pour tous, les SCPI, elles ont droit à recourir à des emprunts bancaires pour acheter des actifs. Le Oui, non, mais principal, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Mais
pour nous, investisseurs, on veut savoir Oui, ce qu'on investit en fonds propres. oui, Quel est le réel TRI, si vous permettez? je suis d'accord. Et c'est très, très important parce que ce que vous évoquez, c'est ce qui notamment crée le problème sur d'autres SCPI aujourd'hui. Quand je vous dis 15%, il y a une dizaine de pourcents, c'est de l'endettement court terme. Cet endettement court terme, c'est simplement de la gestion financière de la SCPI. En fait, on a des C'est lignes. pas ça qui m'intéresse, c'est le taux d'endettement moyen terme sur les acquisitions. On est à entre 5 et 6%. Parce que, attendez, les 15% dont vous parlez, c'est votre BFR, quoi. C'est ça, mais sauf que c'est que. Alors, Les 10%. En fait, dans les 15, il y a 10 d'achats court terme et 5 un peu plus long terme. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, et c'est en pré-affiné sur les acquisitions, c'est combien? Ouais. J'ai pas compris. Entre 5 et 6%. C'est-à-dire que le reste, ouais. 95%, c'est acheté avec des fonds propres. Ah, exactement. D'accord. Ce qui n'est pas le cas de XL. XL peut avoir un peu plus d'endettement, mais c'est très peu. C'est pareil. Encore une fois, ça dépend si on utilise le BFR, mais si on met le BFR de côté, XL, on est à 7-8% max. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a jamais utilisé l'endettement pour venir un peu perfuser ou booster artificiellement le rendement de nos actifs. Oui, c'est ma question cachée. Parce que bon, je suis actionnaire dans d'autres SCPI, en particulier dans le médical, qui ne font pas de l'exploitation, ils font que de l'immobilier. Oui, oui. Mais c'est des tricheurs. Je suis obligé excusez-moi de le dire comme ça, mais quand je lis leur bilan, je me dis, se foutent de la gueule du monde, quoi. Je ne dirai pas les noms. En fait, vous savez, et pour tous, vous êtes un expert, M. Coste, mais pour tous et pour toutes les personnes qui nous écoutent ce soir, ce qui s'est passé, et on peut le dire, entre 2020 et 2022, les taux d'intérêt étaient à zéro. L'immobilier était déjà cher. Ce que faisaient les gérants pour tricher, comme vous l'avez dit, c'est qu'ils venaient refinancer des actifs avec des taux d'intérêt proches de zéro pour venir artificiellement procurer un rendement supérieur dans la SCPI. Mais c'est exactement ça. C'est pour ça que je vous pose la question. Et je vais vous donner 2 chiffres. Ce qu'on fait au premier semestre 2020, c'est qu'on a limité la collecte. Donc, on a dit à tous nos distributeurs, comme Eolia notamment, ils n'ont pas été contents et nos clients, on leur a dit, on ne peut pas accepter toute votre épargne. Nous, société Quorum, à ce premier semestre 2020, on a réduit notre collecte, mais volontairement, de 47%. Quand dans le même temps, le marché global des SCPI a augmenté sa collecte de 50%. J'ai vu ça. Et donc, en fait, cette différence et cette distorsion, comment ces gérants de SCPI qui avaient trop de cash ont pu venir trouver de bonnes affaires, ils ne les ont pas trouvées parce qu'on n'avait plus de marché, ils n'en offraient pas suffisamment. Ils sont venus endetter leurs actifs en se disant, c'est pas grave, les taux resteront à zéro. Je connais. Alexis, ne perdez pas votre temps. Je n'ai pas votre nom qui s'affiche parce que je suis sur mon téléphone, donc j'ai pas le grand écran. Je vous en prie. Permettez-moi de vous appeler Alexis. Je vous en prie. J'ai suivi tout ça, c'est parce que je suis actionnaire d'autres SCPI et j'ai vu la supercherie, ça m'a bien gonflé, pour tout vous dire. Je comprends. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Et en général, Alexis, quand tu fais de la dette, c'est in fine ou amortissable? Alors, c'est souvent in fine, et en plus, quand même et pour nous et pour tous les autres. Vous la remboursez in fine. Et c'est souvent variable. Mais en fait, nous, on veut pas. En fait, on la rembourse avec la collecte. C'est juste du découvert de trésorerie qu'on veut. C'est pour ça que et quand on a 7% de long terme, là, il y a un peu d'amortissable. Enfin, c'est moitié. Un mix entre les deux. Ouais. Exactement. Et en plus, vous l'amortissez par des sessions aussi? Non. Si on l'amortit, c'est qu'on a suffisamment de cash flow pour l'amortir. Pardon, parce qu'on rentre dans un débat assez technique. Oui, excusez-moi, je suis un ancien directeur. Je suis un ancien directeur financier, excusez-moi. Je comprends mieux les questions, mais encore une fois, l'idée, c'est pour ça que c'est important. Quand on achète un immeuble, on l'achète parce qu'on est convaincu de 2 choses. C'est de la qualité du locataire avec sa capacité à payer les loyers et de la qualité de l'immeuble. Évidemment. Vous savez, je me permets mais quand il y a quelques années, j'étais propriétaire avec des amis de pas mal de biens immobiliers. Pour des raisons que je n'évoquerai pas là, on a tout vendu et j'ai mis dans la pierre papier plutôt que la pierre. Mais j'avais déjà fait ça dans les années 90 et j'ai eu vraiment des gros déboires. J'étais obligé de faire des procès
un groupe bancaire, je ne citerai pas le nom encore une fois, parce que comme ce n'était pas soumis à la réglementation des sociétés cotées, ils nous faisaient des faux bilans, quoi. Voilà. Non, mais j'ai dit, bon, grâce à Eurodia, je vous le dis, j'ai dit, bon, je reprends confiance, je vais y aller. L'intérêt d'un partenaire, et je dis pas ça pour faire plaisir à Julien, mais c'est d'avoir cet accompagnement pour lire les rapports annuels et essayer de regarder un peu entre les lignes. Faites-moi confiance pour les lire. Hein. Ça, vous avez raison. Et, alors, on va peut-être terminer là-dessus parce qu'on a encore beaucoup de sujets. J'ai mis la slide sur les performances. Je ferme mon micro. Merci pour votre réponse. Merci, monsieur Coste. Merci. Ça illustre déjà un peu ce qu'on vient de dire, c'est la stabilité des rendements, notamment de Quorum Origine. On voit toujours ce rendement depuis 2012 au-dessus de 6%. Quorum Nickel à nouveau. Je le précise juste quand même, Alexis, pour que tout le monde sache bien, c'est bien brut de fiscalité européenne. Oui. Et ce qui tombe sur le compte bancaire, c'est pas ce rendement-là, c'est vraiment, il y a eu les impôts étrangers qui sont passés. Et donc, il y a une petite différence de à peu près entre 0,8 et 1 point. Ça dépend des CPI en fonction de la fiscalité des pays européens. Donc, exactement. Voilà, préciser. Si on veut avoir ce rendement directement dans sa poche, il faut le faire dans l'assurance vie, mais on en parle après. Exactement. Ah oui, c'est vrai que vous donnez vos distributeurs total. Je passe là, ça te va? Oui, tu peux, on a déjà évoqué. Point hyper important. Excuse-moi, Maxime, il y a un moment, tu parles des performances potentielles sur la fin d'année ou de 2024? Non, mais tu peux revenir dessus. Là, c'est des performances 2023. Je vous l'ai dit, pour Quorum Origine, on vise de faire plus de 6%. Je voulais essayer, mais j'arrive pas à faire deux choses en même temps. C'est de retrouver les dividendes distribués et analysés. Pour vous donner un chiffre précis, mais en nature ne va pas m'aider. Non, mais c'est pas grave. On va faire plus de 5% sur les deux autres. Sur Quorum Excel et sur Quorum Origine, on fera à nouveau plus de 5%. Donc, plus de 6 sur Origine et plus de 5 sur les dégâts. D'accord. Je passe vite, mais point hyper important, on est dans des CPI de rendement. Il faut un loyer payé pour pouvoir payer les dividendes. Donc, voilà. À nouveau, Quorum Origine, il y a 12 ans, on nous disait oui, c'est facile, vous avez de la performance parce que vous achetez des immeubles occupés. On verra dans 10 ans. 12 ans après, les locataires sont toujours là. C'est vrai que généralement, ce taux d'occupation, il se tasse avec le temps. Et les CPI en rythme de croisière, va être à 90 et 91 de taux d'occupation financier. Et là, c'est vrai que même Quorum Origine, elle est assez élevée. Ouais. Il y a une explication simple pour pourquoi on arrive à maintenir ces taux très hauts, c'est qu'on gère tout en interne. En fait, notre premier client, je suis désolé, ce n'est pas vous, épargnants, ce ne sont pas vous, les épargnants, ce ne sont pas nos distributeurs, même si on les apprécie comme Eurodia, mais c'est le locataire. Parce que c'est lui, en payant son loyer, qui fait le rendement de la SCPI. Et ce que je vais dire, elle peut paraître absurde, parce que beaucoup de gérants ont longuement et longtemps évoqué que l'immobilier, c'était emplacement. L'emplacement est important, évidemment, mais le locataire l'est tout autant. Donc voilà, des locataires. C'est vrai que c'était la stratégie de Frédéric Puzin dès le début, d'avoir ses propres outils d'ailleurs de gestion. C'est pour ça que vous avez réussi à innover comme le dividende mensuel. D'autres grands groupes qui existent depuis très longtemps n'arrivent toujours pas à faire ça. Et également à gérer en interne l'acquisition et la gestion des immeubles. Quand d'autres délèguent à des brokers et derrière n'ont pas un contact direct des locataires. C'est vrai que c'était vraiment une stratégie depuis le départ et de ne pas avoir trop d'institutionnels au capital. Donc, pas trop d'assurance vie externe à vous. Et bien vous en prie, parce qu'on voit actuellement que c'est quand même pas mal de gérer tout en interne. Ouais. Ça fait les bons choix dès le début. Un peu plus de boulot, mais je dis pas qu'on est les seuls à bien faire notre boulot, mais quand on maîtrise tout, on est un peu plus impliqué dans le suivi, dans la gestion. Ça, c'est le détail SCPI par SCPI. Donc, les performances, on en a déjà parlé. Vous voyez l'ultra diversification géographique, aussi typologique. Et ce qui est hyper important pour Quorum Origine, c'est le nombre d'immeubles et de locataires. On voit que le rendement, finalement, c'est le cumul de 353 locataires qui payent un loyer tous les trimestres. Donc, en termes de stabilité, c'est quand même. Avec les Pays-Bas, Italie, Belgique, Irlande. Exactement, oui, tout à fait. Ça, c'est l'exemple d'un investissement début d'année. Voilà, c'est le type d'actif qu'on aime bien, un bail long et un rendement élevé. Quorum XL, je l'ai déjà évoqué, donc voilà, Royaume-Uni, donc c'est encore la dominante, mais il y a aussi d'autres pays. Les Pays-Bas reviennent quand même souvent après
Les Pays-Bas reviennent souvent. On a des bureaux dans 8 pays. Ça nous permet de simplifier aussi l'identification des opportunités d'investissement, la gestion des locataires. Notre premier bureau à l'étranger a été un bureau ouvert à Amsterdam. Donc, il y a aussi le poids de l'histoire qui nous aide et l'implantation de l'équipe là-bas. Donc, on arrive à trouver beaucoup de biens en off-market, si je peux utiliser le terme. D'accord. Exemple d'acquisition aussi, voilà, 8% de rendement, quasiment 9 même. Et Quorum Orion, donc la SCPI créée il y a 4 ans, déjà très bien diversifié en termes géographiques. Vous voyez, il y a une dominante de bureaux très importante, mais parce que depuis 4 ans, le bureau a été assez intéressant à acheter. Et tu as quand même 20% en France sur Orion. C'est une vocation à renforcer, à diminuer parce que ça n'a pas plu à certains épargnants parce que sur les revenus qui proviennent de France, on fait des prélèvements sociaux quand on n'en paye pas sur les revenus, enfin sur les loyers provenant de l'étranger. Ouais. On a toujours dit que pour nous, ce critère était un avantage pour l'épargnant, mais c'était pas une condition d'investissement et une volonté d'aller à l'étranger pour cette raison. On y va pour les rendements et pour la diversification. On est revenu en France parce qu'il s'avère qu'on a trouvé des opportunités où il y avait moins d'acteurs, moins de concurrence, donc on a pu être un peu plus agressif sur les prix. Juste après, normalement, cette slide, il y a un exemple d'investissement qui est totalement parlant. C'est une acquisition qu'on fait au printemps 2024 à Boulogne. C'est l'ancien siège de Bouygues Vinci, qui voit un peu l'immeuble. Alors, il est en France, voilà, ça fait 100 millions d'euros. Mais il faut savoir que cet actif, l'année dernière, il était valorisé, ou mis en vente plutôt, à 150 millions d'euros. Donc, on l'a acheté 33% moins cher que sa valeur de mise en vente. Donc, dans des opportunités comme ça, on dit que la France présente quand même un peu d'intérêt, mais ici, d'un point de vue fiscal, il y a un peu de rendement perdu. D'accord. Ouais, en termes de valorisation, ça peut avoir du sens. Ouais. Exactement, ouais, tout à fait. Je l'ai un peu dit aussi tout au long de la présentation sur l'immobilier. Notre gestion, elle est aussi active à l'investissement qu'à la revente. Alors, ça peut paraître un peu contradictoire d'arriver à acheter et vendre dans un même marché au même moment, mais justement, on y arrive parce qu'on a des actifs avec des spécificités et c'est d'autant de plus-value. Donc, voilà. D'ailleurs, il y a des plus-values de cession à venir à distribuer sur un des véhicules ou pas forcément? D'ici à la fin de l'année, normalement, on a terminé. On en a déjà distribué un peu, mais voilà. Après, encore une fois, tant que c'est pas signé, on est très prudent, mais bien sûr. Peut-être une, mais encore une fois, sans grande garantie. D'accord. Tu l'as dit tout à l'heure, point très important, le capital de nos SCPI est détenu par vous, épargnants. On a très peu d'investisseurs institutionnels. On a quelques investisseurs qui ont investi, institutionnels, des assureurs, des mutuelles qui ont investi chez nous. Le plus gros investisseur dans Quorum Origine, pour vous donner des chiffres, vous vous rappelez, Quorum Origine, c'est plus de 3 milliards d'euros de capitalisation. Le plus gros investisseur, c'est 27 millions d'euros. Donc, c'est rien. D'accord. Donc, en termes de liquidité, pas de sujet. Ouais. C'est pour ça que je l'évoquais en plein bout. Voilà, 0,9% de demande de retrait. Donc, et pas de part en attente, évidemment. C'est vrai que c'est eux qui déstabilisent quand même. On se rend compte que c'est eux qui déstabilisent les CPI, actuellement sur le marché. Ouais, tout à fait. On a fini sur la partie niveau. Je suis désolé, on va très vite, mais parce que j'ai un timing imposé par Julien. Non, mais parce que tu vois, on a fait 30. En fait, c'est bien de faire, tu vois, de balayer tous les sujets et notamment et après, il y aura peut-être des questions financières. Ouais, exactement. Ouais. Non, et surtout qu'il y a l'actualité d'un nouveau fonds après, donc j'aimerais bien qu'on arrive jusque-là au moins. Je vous dis, tu vas parler peut-être du nouveau fonds, la nouvelle SCPI que tu vas peut-être lancer? En tout cas, je peux pas. Ça, je peux pas. Enfin, mais je vous parlerai au moins du fonds financier avec des actions. D'accord. Sur la partie assurance vie, donc il y a 4 ans, on a créé notre propre compagnie d'assurance vie pour y référencer nos produits. On a toujours refusé de référencer nos SCPI chez d'autres assureurs parce qu'on n'est plus maître de la distribution. C'est l'assureur qui devient l'associé unique de la SCPI et ça peut engendrer tout ce qu'on connaît malheureusement dans l'univers des SCPI. Donc, on a créé une compagnie d'assurance vie avec un agrément ACPR dans lequel on a créé des contrats assurance vie, PER, contrat de capitalisation, avec une spécificité. Ça a étonné au départ quand on l'a demandé à notre autorité de tutelle. C'est un contrat d'assurance vie qui ne prend pas de frais de gestion. On est les seuls à proposer un contrat d'assurance vie. Il y a des frais de gestion, évidemment, des unités comptes, des supports qui intègrent le contrat, mais cette enveloppe fiscale qui est l'assurance vie, elle, n'a pas des frais particuliers. Donc, oui, parce qu'il n'y a que les supports maison aussi. C'est exactement ça. Évidemment. C'est un parti pris qui était le vôtre depuis le début.
C'est ça. Et donc, dans ce contrat, il y a nos fonds obligataires, on en parle juste après, des fonds obligataires qui sont performants, récurrents et qui viennent tout à fait compléter la gamme sur SCPI, pardon. Nos 3 SCPI, un fonds euro qu'on a lancé l'année dernière. Alors, on distribue avec parcimonie parce que on veut préserver la performance. On a été victime de notre succès, on a le droit de le dire comme ça. C'est que l'année dernière, on fait la meilleure performance du marché avec ce fonds euro. Donc évidemment, on a attiré de la collecte. Donc on le limite très fortement. Cette année, ça redémarre un peu l'année prochaine, mais toujours dans un souci de préserver la performance. À côté de cette allocation que vous pouvez faire librement avec vos conseillers OIA, il y a des formules qui sont déjà prédéfinies. C'est-à-dire qu'on a déterminé des répartitions, soit plus immobilier, soit plus obligataire. Il y a une question du coup juste de Tristan. Pourquoi on ne peut pas faire de versement complémentaire sur les contrats de capi personne morale? Est-ce que c'est la réglementation ou c'est votre choix? Alors, il y a très peu d'assureurs qui le permettent, il y en a un seul. Je vais faire vite et essayer de ne pas être trop technique, mais quand vous faites un contrat de capitalisation dans une personne morale assujetti à l'impôt sur les sociétés, il y a un calcul de fiscalité, il y a un précompte de fiscalité qui est fait tous les ans. Ce calcul, c'est un calcul qui est fait avec le taux moyen, enfin 105% multiplié par le taux moyen des emprunts d'État. Donc, si on fait plusieurs versements, ça fausse un peu le calcul de la fiscalité précomptée. Il n'y a pas de versement complémentaire faisable. En revanche, vous l'avez peut-être vu, on est passé vite. Le minimum de versement sur le contrat de capitalisation étant très faible, ça permet d'ouvrir plusieurs contrats. D'accord, 1500, ouais. Oui, exactement. Je me permets de passer sur. Tu peux. Ça, c'est les différents profils et ça illustre bien la complémentarité de l'immobilier et de nos fonds obligataires au rendement européen. Là, on voit la remontée des taux, là. Exactement. Et à l'inverse, là, on le voit bien que le marché obligataire. En 2022, on voit qu'il y a un profil qui subit la baisse parce que c'est le profil qui a la plus grosse exposition en fonds obligataires. Mais cette baisse, elle est quand même maîtrisée et contenue. Et l'idée, c'est d'avoir quand même un peu cette récurrence dans le temps en termes de performance dans le contrat. Maintenant, on fait un tout petit focus sur les fonds obligataires et j'aimerais qu'on arrive juste au nouveau profil. Donc, je l'ai dit, je peux peut-être passer, c'est le métier historique du groupe. On a 4 fonds aujourd'hui qui se complètent. Le premier fonds, c'est BCO. C'est un peu l'équivalent de Quorum Origine pour la partie obligataire. C'est un fonds qui va chercher à maîtriser la volatilité tout en ayant une performance satisfaisante. Ça vise à faire entre 6 et 7% de performance tous les ans. À côté, il y a un fonds qui complète, qui est un peu plus dynamique, c'est Quorum BEHY, qui est plus exposé, qui a cette volonté d'aller chercher plus de performance en contrepartie d'accepter un peu plus de volatilité. Pourtant, le risque est même quand même. Le risque est le même parce que c'est la même équipe qui le gère, ils ont quand même cette capacité à amortir les mouvements de marché. Donc, vu qu'il y a quand même un peu moins de volatilité, plus de volatilité de BCO, mais moins que le marché, le risque n'est que de 2. D'accord. Le troisième fonds, c'est Quorum Visio. Ça, c'est un fonds qui est un fonds court terme avec des obligations d'entreprise qui ont des échéances à maximum 24 mois. C'est un très bon fonds pour venir faire du placement de trésorerie moyen terme. On parlait des contrats de capitalisation de personnes morales. Il est parfaitement adapté. C'est aussi une super alternative au fonds euro. C'est un fonds qui va viser entre 3 et 5% de performance par an. Et enfin, notre dernier fonds, c'est Quorum Smart ESG. Donc ça, c'est un fonds qui est aussi investi dans des obligations d'entreprise européennes, mais avec un critère extra-financier, ESG. L'univers d'investissement est très réduit parce qu'il y a peu d'entreprises qui répondent aux critères d'éligibilité ESG. Donc, on a une contrainte supplémentaire. Néanmoins, on voit que c'est un fonds qui performe bien et qui a peu de volatilité aussi parce qu'il a aussi un niveau de risque de 2/7. D'accord. Bon, ça, c'était pour illustrer un peu la gestion de la volatilité de BCO qui est un peu plus présente que Quorum de HY. En 2022, on a dit que le marché obligataire est fortement baissier. Point intéressant, BCO, c'est sa seule année négative. La stratégie existe depuis 2008. BCO ne connaît qu'une seule année négative, c'est 2022. Je ne vais pas dire qu'on n'en connaîtra pas dans l'avenir, mais en tout cas, ça montre la capacité de l'équipe à gérer ces différents chocs. Et Quorum de HY a un peu plus de baisse en 2022, mais reprend plus de couleurs. Reprend la performance directement, quoi. Exactement.
Alors là, ça, c'est le nouveau profil que vous avez lancé, là, c'est le Live Rosetta. Ouais, oui. Ne me demande pas pourquoi on a fait ça. Non, ça s'est fait avec je peux en parler, mais on va pas utiliser notre temps. Enfin, ça fait référence à la pierre de Rosette pour ceux qui ont l'explication. Non. Ce qui manquait dans ce contrat, il manque peut-être beaucoup d'autres choses, mais il manquait quand même un pilier, c'est les actions. Aujourd'hui, notre contrat, il a de l'immobilier, des obligations. On a vu la complémentarité entre ces deux catégories d'actifs. Il manque quand même des actions dans notre contrat. La volonté de tout gérer en interne nous a conduit à créer un nouveau profil qui intègre des actions. Je veux bien que tu me passes la slide suivante, si je peux trouver, Julien. Voilà. L'idée, c'est, exactement, c'est de le faire à travers un profil. Donc, dans le profil Rosetta, vous avez 20% d'immobilier à travers Quorum Origine, donc pour gérer un peu cette stabilité, cette durabilité dans le temps. Et à côté, il y a 80% d'investissement financier, principalement avec des obligations d'État, puis nos différents fonds, Quorum Visio et Quorum DHY, pour à nouveau venir répartir le risque financier sur ces différentes thématiques de financement obligataire. Et enfin, ce qui vient dynamiser un peu le profil, c'est la partie action, entre 10 et 25% d'actions au sein de ce profil. On n'aura pas de titre vif, on n'aura pas, c'est-à-dire de titre de société, parce que ça aurait une exposition trop directe. On le fait à travers des ETF. Les ETF, c'est ce qui va répliquer la performance soit d'un titre ou d'un indice. Nous, ça va être des indices. Donc, on va avoir des ETF actions, Eurostock 50, S&P 500 et S&P 600. L'idée, c'est d'avoir une exposition au marché actions dans leur globalité avec une gestion active. C'est-à-dire que les poids de chacune de ces catégories sur la partie financière, elle est à notre main et on va plus ou moins accentuer la part action ou au contraire la réduire si on estime que le moment dans lequel on gère le fonds nécessite de plutôt réduire l'exposition en action. Et ça, ce profil Rosetta peut être couplé avec du fonds en euros ou pas du tout? C'est vraiment, tu vois, quand tu peux souscrire avec d'autres, par exemple aussi avec un plus SCPI à côté, ou c'est vraiment 100% de l'allocation? Alors, c'est une très bonne question. Vu que notre contrat, c'est un contrat multi-profil, on peut tout à fait faire une partie de l'allocation avec Quorum Rosetta et la compléter avec des SCPI, avec des fonds obligataires, avec du fonds euro. On a une seule contrainte, c'est que, je suis passé très vite dessus, on a la partie du contrat qui limite à 55% de SCPI. Cette limite de 55% de SCPI au sein du contrat, elle intègre, elle vient calculer aussi les 20% de Quorum Rosetta. De Quorum Origine, d'accord. Exactement. Bien sûr. Tout à fait. D'accord. Je crois qu'il y avait une question. Et ça, la performance visée sur le profil Rosetta? Oui, c'est juste après. Je peux la donner. L'idée, c'est là, quand on regarde la composition et quand on fait le backtesting sur 5 ans, on arrive à une hypothèse de performance de 5,80% par an. D'accord. Voilà. Avec un profil de risque de combien sur 7? Alors, Julien, tu demandes toutes mes questions. Je vais t'essayer. Désolé, je ne connais pas ton. Non, c'est bon. Non, l'idée, c'est d'avoir un profil à 3. Vu que c'est géré dans un profil, la complémentarité des différentes catégories, c'est-à-dire immobilier, obligations et actions, ça se calcule. Et donc, on n'a que 3 sur 7 en termes de risque. Guillaume, il y a Guillaume qui pose une question sur Rosetta. Donc, c'est bien un fonds. Oui. Est-ce qu'il y a des frais, du coup, supplémentaires de gestion justement par rapport à une unité de compte classique ou un fonds direct? Ou des transactions? Est-ce que si tu diminues, augmentes justement l'allocation interne de ton Rosetta, est-ce qu'il y a des frais? Et qui sont les fournisseurs des ETF? Alors, il y a pas mal de questions, merci. Effectivement, c'est un fonds de fonds pour tous les supports, sauf maintenant pour les ETF qui sont plutôt des indiciels, mais on n'additionne pas les frais. Ce qui viendrait quand même en contradiction avec notre positionnement d'avoir un contrat d'assurance vie sans frais. Donc, les frais de Rosetta sont les seuls frais que vous avez. C'est-à-dire que si Rosetta investit dans Quorum Origine, vous avez payé des frais au départ pour souscrire dans Rosetta, vous n'avez pas à nouveau les frais de souscription de la SCP. Il y a vraiment que les frais du support. Oui, tu n'as pas de frais de gestion de fonds de fonds. En plus. Non. Il y a que les frais de support à l'intérieur. Au niveau du profil et les frais de. Et les ETF, c'est qui alors, je vais vous donner les ETF qu'on a aujourd'hui, mais ça peut changer. Là, aujourd'hui, on travaille avec BlackRock et Amundi. D'accord. On a l'IFOR aussi, voilà. Mais ça peut évoluer. Et l'idée, c'est d'avoir quand même vraiment une gestion active
de cette exposition sur les ETF. Vous êtes quand même spécialisé sur plutôt les obligues et vous êtes équipé de gérants actions ou de spécialistes ETF ou c'est un point important. Je suis passé très vite dessus. Merci pour ta question, Julien. L'équipe qui gère nos fonds obligataires gère des fonds obligataires depuis leur création. C'est-à-dire depuis la création du marché du financement des entreprises par des obligations en Europe, ils interviennent sur ce marché-là. Donc, ils ont quand même une profondeur, une connaissance sur les acteurs économiques assez importante. Le patron de l'équipe est un ancien économiste. Et en plus, dans leur gestion, dans leur approche de la gestion de nos fonds obligataires, ils ont d'abord une analyse de l'environnement économique avant de sélectionner les emprunts obligataires pour composer nos fonds obligataires. Donc, cette connaissance des marchés financiers, parce que c'est vraiment là leur point d'entrée, elle s'applique aussi bien pour ensuite la sélection de fonds obligataires, d'emprunts obligataires, que d'ETF, parce qu'il y a une vraie analyse macroéconomique au préalable. Donc, vraiment, c'est l'équipe de gérants obligataires qui vont aussi gérer la partie ETF. Et c'est pour ça, et c'est aussi pour ça, je voulais pas le préciser tout à l'heure, mais ta question m'y contraint, mais merci. C'est aussi pour ça qu'on ne fait pas des titres lisses. Parce que l'idée, c'est d'avoir cette analyse de marché financier plus que d'émetteurs, ou d'entreprises en termes d'action. D'accord, ok. Et justement, les frais de transaction, est-ce que quand tu changes, tu augmentes ou baisses, je ne sais pas où ta question, tu augmentes ou baisses dans l'allocation aux états, est-ce que non, il n'y a pas. Ouais. Les frais sont fixes, donc effectivement, pour nous, société de gestion, si on augmentait la part ETF, ça coûterait moins cher au fond, mais ça coûterait toujours les mêmes frais aux clients. Mais l'idée n'étant pas là, et vous l'avez compris, c'est plutôt un alignement d'intérêts et aller chercher de la performance. D'accord. Eh ben, c'est parfait tout ça. Merci Alexis. Je pense que est-ce qu'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Edouard Tino, lève la main, n'hésite pas, Edouard, vas-y. Oui, bonjour Alexis. Bonjour. Edouard Deodia. J'ai une petite question, moi, qui pourrait. Alors, pour précision de ma question, je suis conseiller chez Odia, hein, c'est pas une question à titre perso. Depuis longtemps. Pour des clients à qui on pourrait, qui voient des assurances vie, Swiss Life, Pirica, qui sont quand même pignon sur rue et qui ont 1000 supports chacun, ça serait quoi votre argument de dire d'aller sur un contrat où il y a beaucoup moins de supports, une petite dizaine, alors que les gens ils vont dire ouais, mais si je vais chez Pirica et Swiss Life, j'ai 100 fois plus de choix de support. C'est quoi votre argument pour dire que vous pouvez être une assurance vie numéro 1 et pas vu comme une assurance vie de complément de gens qui ont déjà des assurances vie plus fortes ailleurs? La fin de la question met là ma réponse, parce que en fait, on n'a pas vocation à être la seule assurance. Donc, évidemment, les clients, vos clients, les épargnants ont déjà plusieurs assurances vie. Et notre proposition, c'est d'avoir justement des supports lisibles, simples, et que le client puisse comprendre comment se génère sa performance. Donc, s'il veut faire des produits très complexes, il y a d'autres assureurs qui lui proposent. En revanche, s'il veut de l'épargne en SCPI, nos SCPI, elles sont référencées que dans un seul contrat, c'est le nôtre. Nos fonds obligataires, c'est également le cas, et notre fonds Rosetta aussi. Donc, si on veut avoir un contrat d'assurance vie qui va finalement générer de la performance sans trop se soucier tous les jours de ce que devient son épargne, c'est là où notre offre est très adaptée. Donc, peut-être qu'elle ne répond pas à tous. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Edouard, c'est est-ce que votre contrat peut être le premier ou le seul? Honnêtement et très sincèrement, ça ne peut pas être le seul contrat. En revanche, après, si un client a un horizon long terme, n'a pas envie de se soucier de ce que devient son contrat, bah oui, notre contrat, il peut être numéro 1. Il répond très bien. Parce que, en fait, et en plus, il y a un effet très fort, c'est l'effet de capitalisation du revenu de la SCPI qui vont venir augmenter l'épargne du contrat. Oui, donc, après, il y a une courbe en J quand même. Il y a quand même une courbe en J. Il faut quand même attendre 2 ans. Il faut bien savoir que tout de suite, il va y avoir un impact à la baisse. Et derrière, ça va, au bout de 2 ans, on va pouvoir récupérer son capital. Et là, ça va s'accélérer. C'est très important ce que tu dis, Julien, mais c'est à nouveau dans un souci de transparence. Oui, quand des clients investissent dans notre contrat et qui sélectionnent les SCPI, il y a 12% de frais, mais que vous suivez en direct dans l'assurance vie, c'est la même chose. Mais ces frais, effectivement, ils sont très visibles sur le contrat parce qu'on voit, par exemple, on investit 100, il y a la moitié en SCPI, donc c'est 50, ils vont connaître 12% de décote. Donc c'est vrai que son capital investi, d'un coup, il baisse. Mais après, et assez rapidement, tu l'as dit, 18 mois, 24 mois, le rendement,
grâce au loyer et à leur récurrence, va vite progresser. Et ça, c'est assez puissant. Et je pense que ça, il faut que vous rapprochiez de vos conseillers yoga, mais c'est de faire une petite simulation. Sur une question long terme. Monsieur Coste, vous avez une question? Oui, non, je reviens sur ce que vous disiez, votre collaborateur de Audia, là. C'est une excellente remarque. Parce que des contrats comme Swiss Life, c'est un brouillard. Voilà. Et ce qui est important, c'est d'avoir un peu de clarté sur les différents paniers d'investissement sur un contrat d'assurance vie, qu'on n'a absolument pas sur ces compagnies multinationales, on va dire. Je ne sais pas si c'est le terme, mais qui font des arbitrages parfois qu'on ne comprend pas très bien, quoi. Voilà. Voilà, en tout cas, nous, c'est pour vous redonner la transparence. Voilà un des arguments pour aller chez Corum. Oui, je ne fais pas la pub de Corum, mais je vous. Il est 47, si on n'a pas d'autres questions. Merci à tous. Merci d'avoir participé à cet échange. Alexis, c'était hyper intéressant d'avoir voilà, ta vision, voilà, ton point de vue et les perspectives de vos fonds. Je pense que c'est intéressant à reproduire tous les régulièrement. Avec grand plaisir. Merci à tous et puis excellente soirée. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci.